Bonjour, bienvenue à tous sur RTI 1, bienvenue dans le 13h à la une de cette édition. Le vice-président de la République, Thiemoko Melie Kone, était hier dans le handball pour prendre part à une cérémonie d'hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une cérémonie pour dire merci au bâtisseur qui a réalisé et mis en route de nombreux chantiers de développement dans la région. On ira dans le handball avec Jérôme Kofi Abola. Dans ce journal, on évoquera aussi les actions du ministère de la promotion de la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobalo vient d'initier une formation à l'intention des inspecteurs généraux des ministères qui sont ces points focaux sectoriels, de quoi leur offrir les outils nécessaires à la mise en œuvre de la politique anti-corruption. Et ce dimanche, près de 8 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour le second tour des législatives avec une majorité de l'opposition qui a décidé de ne pas y participer. Une élection qui ne passionne pas les Tunisiens et qui se déroule alors que le pays traverse une grave crise économique. À suivre dans une demi-heure. À compter du 1er mars 2023, votre permis de conduire, messieurs et dames, sera doté d'un capital maximal de 12 points avec, pour spécificité, que le nombre de points est réduit automatiquement à la suite d'une ou plusieurs infractions pour lesquelles le retrait est prévu. Son objectif est avant tout de responsabiliser les conducteurs sur les voies de circulation et de pénaliser ceux dont les comportements peuvent mettre en danger les autres. En attendant son application effective, la réforme fait polémique. Quelques transporteurs grognent. Les automobilistes, en général, se posent beaucoup de questions. Je me ferai leur porte-voix en cette mi-journée. Je vais poser quelques-unes des questions qui reviennent à mon invité du Dimanche Magazine, Monsieur Étienne Kouakou, qui a accepté de venir sur le plateau du 13h pour se prêter à l'exercice. Monsieur Kouakou est le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures au ministère des Transports. Bonjour et bienvenue, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. On se retrouve tout à l'heure. Le permis de conduire, c'est donc le 1er mars, effectivement. Hein. En effet. Ce n'est pas encore appliqué. Ce sera appliqué à partir du 1er mars. À partir du 1er mars. À tout à l'heure, monsieur Kouakou. Merci. Tout d'abord, en bref et en images, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir passé quelques jours en France. Séjour français pendant lequel le chef de l'État a eu un déjeuner de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Ils ont entre autres évoqué la question de la coopération entre leurs deux pays et la situation sécuritaire dans la région ouest-africaine. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Patrick Hachi et quelques membres du gouvernement, ainsi que vous avez pu le voir sur ces images. Pendant ce temps, le vice-président Thiemoko Melie Kone, lui, était dans le handball où il a honoré de sa présence la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Les populations de cette région ont ainsi tenu à exprimer au chef de l'État leur gratitude, leur reconnaissance pour tout ce dont elles bénéficient en matière d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Retour sur cet événement avec Jérôme Kofi Abola. Une place bondée de monde ce samedi à l'arrivée du vice-président de la République pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage à partir de Katiola, capitale du handball, dont les fils et filles, avec à leur tête Thiemoko Melie Kone, reconnaissent la grandeur du chef de l'État ivoirien pour toutes ses actions de développement en faveur non seulement de leur région, mais également de celle du reste de la Côte d'Ivoire. La nouvelle qui nous réunit ce matin est agréable. Il s'agit de rendre un hommage mérité à un grand homme, un homme exceptionnel, un homme providentiel. J'ai nommé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, en seulement 10 ans, il a totalement transformé la Côte d'Ivoire et l'a positionné au rang des pays respectés de ce monde. Au nom de l'ensemble du comité d'organisation, nos sentiments de gratitude pour avoir accepté d'assurer le haut patronage de cette cérémonie d'hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
et cette foule en liesse venue des 19 sous-préfectures de notre région, que dis-je de votre région, vous exprimez de la manière la plus éloquente la manifestation sincère des profonds sentiments qui animent vos parents en ce jour solennel. Comme le président du conseil régional du Yambol, Ibrahim Khalil Konaté, et du député maire de Katiola, Thomas Camara, le porte-parole des jeunes, Koné Valérie, la présidente de la Fédération des associations des femmes, Madame Koné, épouse Touré, le représentant des cadres, Siaka Koulibaly, se sont succédés pour exprimer leur attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Et le tout dans un condensé fait par un autre fils du Yambol, en l'occurrence le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial auprès du président de la République. En rendant hommage au président Alassane Ouattara, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Yambol est en résonance avec toutes les régions de Côte d'Ivoire, car, vous l'aurez certainement constaté, un phénomène fait jour dans notre pays, comme si les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'étaient passé le mot, traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. En effet, il ne se passe pas de semaine sans qu'une région de la Côte d'Ivoire ne célèbre notre cher président pour sa vision d'un développement équilibré et pour son engagement pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Le vice-président de la République, se disant honoré par cette mobilisation de ses parents en hommage au président de la République, invite tout le monde à continuer à marcher dans les pas de celui qu'il considère comme le digne successeur de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour ses idéaux de paix. Je voudrais vous dire que je ressens une grande joie, un réel bonheur de me retrouver parmi vous aujourd'hui à Katiola, capitale de la région du Yambol, notre belle région. Cette rencontre découle de votre décision de rendre un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les actions de développement et toutes les décisions prises en faveur de notre région. Natifs et amis du Yambol, vous avez totalement raison de vous mobiliser derrière le président Alassane Ouattara, ce grand homme d'État. Il représente en effet une véritable chance, non seulement pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais également pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être apprécié, respecté et admiré par l'Afrique et par le monde entier. À noter, pour finir, que cette cérémonie d'hommage au président de la République à Katiola vient comme une apothéose de la présence du vice-président dans le Yambol, où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de routes pour cette région. Et en plus de réaliser des infrastructures modernes dans toute la Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption est aussi une priorité pour le chef de l'État. Un département ministériel existe même, vous le savez, pour lutter efficacement contre le mal. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption vient justement d'initier un renforcement de capacité de ses points focaux sectoriels, les inspecteurs généraux des différents ministères. Formation à laquelle Lanciné Bakayoko a pu assister pour nous. Comment fédérer toutes les énergies autour de la problématique de la lutte contre la corruption? Le ministre Epifane Zoro multiplie les campagnes en direction des points focaux des ministères, que sont les inspecteurs généraux, maillons essentiels dans cette bataille anticorruption. C'est en cela que nous avons jugé utile d'initier cet atelier de travail et d'échange, en raison de votre position stratégique au sein des différents ministères et institutions que vous représentez ici,
avec le rôle de contrôle du bon fonctionnement des structures étatiques dont vous avez la charge, y compris le respect des normes éthiques et professionnelles par les fonctionnaires et agents de l'État. La lutte contre la corruption étant une priorité du gouvernement, il s'agit pour ces points focaux d'intégrer tous les outils, notamment un numéro vert et la plateforme informatique, avec pour mission de recueillir les dénonciations, les signalements ou alertes des cas de corruption. Les signalements reçus font l'objet de traitements d'analyse et de vérification préliminaires par nos équipes. Si nos équipes estiment que les informations reçues sont crédibles, elles sont transmises aux autorités compétentes. Et lorsqu'on parle d'autorités compétentes, nous parlons au premier chef des ministères de tutelle, des agents mis en cause. La lutte contre la corruption est un enjeu vital pour la Côte d'Ivoire en quête d'investissements nouveaux, nécessaires à la création d'emplois, notamment pour les jeunes. La corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du PIB et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement, ce qui compromet l'équilibre économique et social du pays. La lutte contre la corruption est aussi d'actualité au sein des douanes ivoiriennes. Le directeur général a présenté récemment les actions entreprises pour lutter efficacement contre la corruption, contre la fraude et contre le racket. Cette année, l'Organisation mondiale des douanes appelle les agents à travers le monde à la rigueur. On reste avec Lanciné Bakayoko. Alors que l'Organisation mondiale des douanes place le capital humain, en particulier la jeune génération, au cœur de la transformation de l'institution douanière, le manque d'expérience et de savoir-faire spécifiques à la profession rend problématique cet objectif de l'OMD. Les jeunes fonctionnaires de la douane doivent acquérir des connaissances et un savoir-faire spécifique. Cette démarche d'apprentissage doit être ancrée dans la culture de l'administration et rester valable tout au long d'une carrière. Elle implique non seulement des relations intergénérationnelles dynamiques, mais aussi une ouverture vers l'extérieur avec comme fil conducteur un échange avec le secteur privé et le monde universitaire. En Côte d'Ivoire, l'administration douanière a déjà pris quelques initiatives, notamment en matière de partage des connaissances avec la digitalisation des outils d'apprentissage. Au titre de l'accroissement de la fierté et de la profession douanière, on pourra citer, entre autres, l'intensification de la lutte contre la corruption par la création d'une division des investigations et d'une unité de lutte contre le racket. La valorisation des talents à travers l'instauration du prix d'excellence pour récompenser naturellement les meilleurs agents. Et la mise en place d'une plateforme usager-client et d'un numéro vert pour faciliter l'interaction entre le secteur privé et la douane. Dans cette dynamique, une quinzaine d'agents qui ont fait preuve de courage et d'engagement pour améliorer les performances des offices de douane malgré la conjoncture mondiale ont été récompensés. Le prix du meilleur agent des douanes a d'ailleurs été décerné à Achille Guillot, vérificateur aux enquêtes douanières. Occasion pour les pouvoirs publics de rappeler les vertus de la gouvernance vertueuse. Ce moment de célébration du mérite est une occasion de réaffirmer votre vision de construire une administration des douanes leader au service de la compétitivité économique. Et comme vous le savez, cette ambition d'excellence est en droite ligne avec la vision de M. le ministre du Budget et du portefeuille de l'État pour la gestion de la chose publique. En 2023, il est attendu des douanes ivoiriennes un peu plus de 2500 milliards de francs CFA. Place au chapitre santé, un secteur où la corruption ne devrait pas du tout avoir de place. La journée mondiale des lépreux est traditionnellement organisée le dernier week-end de janvier. Pour 2023, il s'agit de la 70e édition. Selon les données récentes de l'OMS, il y avait toujours en 2015 175 000 malades enregistrés dans le monde, mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes. La Côte d'Ivoire enregistre, elle, quelques 500 cas tous les ans. On écoute le message du gouvernement. Maladie infectieuse chronique, la lèpre fait en moyenne 500 victimes par an
en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée mondiale consacrée aux malades de la lèpre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle livre le message du gouvernement. Les malades de la lèpre et les autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention. Ensemble, agissons maintenant. Tel est le thème de cette 70e édition qui nous appelle à plus de solidarité afin de continuer efficacement la lutte. Je vous exhorte à faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées afin qu'elles ne se sentent plus négligées. C'est ensemble que nous arriverons à relever le défi lié à la stigmatisation, à l'éradication de la lèpre et toutes les autres maladies tropicales négligées. Je voudrais remercier les partenaires traditionnels de la lutte que sont l'OMS, la Fondation Raoul Folleron, la Fondation Andeswald, l'USAID et les ONG locales. Le combat continue parce que la lèpre et les autres maladies tropicales négligées déchirent encore des vies. Dépister précocement, le traitement de la lèpre dure entre 6 à 12 mois et le patient peut être guéri. Les propos du ministre de la Santé recueillis par Didier Nguessan et Ulrich Adongon. On en vient à l'actualité Covid-19. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 974 cas confirmés de Covid avec 833 décès. Le coronavirus est donc toujours parmi nous, autant que le VIH-Sida est encore là depuis 40 ans aujourd'hui. Seule relative bonne nouvelle, c'est qu'on n'en meurt plus autant que c'était le cas il y a seulement 10 ans. Et les infections ont aussi drastiquement baissé, même si les autorités de santé préviennent que la vigilance doit rester de mise. C'était lors de la célébration du 20e anniversaire du programme américain PEPFAR en Côte d'Ivoire. L'infection à VIH-Sida baisse en Côte d'Ivoire, de même que le nombre de décès liés à la maladie. Le taux de prévalence est passé de 4,7% en 2010 à 1,9% en 2021. Sur la même période, le nombre de décès a été divisé pratiquement par 4, passant de 31 276 cas à 8 837 cas. Ces chiffres du Programme national de lutte contre le sida constituent des acquis non négligeables pour lesquels le ministère de la Santé et le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida PEPFAR du gouvernement américain entendent poursuivre la collaboration. Nous sommes très satisfaits des progrès énormes que la Côte d'Ivoire a eu depuis 20 ans, et surtout le leadership, parce que le programme pilote de traitement du VIH a bien commencé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de terminer le combat. Donc le rendez-vous du 2030, où nous espérons qu'avec notre appui, la Côte d'Ivoire va pouvoir éradiquer le VIH. 2023 marque la 20e année de présence du PEPFAR en Côte d'Ivoire. Le programme représente plus de 25% du budget alloué à la lutte contre la pandémie. La lutte qui a été menée grâce à leur contribution importante, il y a environ 2 milliards de dollars, c'est vraiment une somme importante qui a été consentie depuis 20 ans pour obtenir ces résultats. Et notre souhait, c'est de prolonger ces activités pour que nous atteignions l'objectif d'élimination du VIH-Sida dans notre pays. Le dépistage des populations reste encore un défi, de même que la transmission de la mère à l'enfant. Concernant la mobilisation des antirétroviraux, la nouvelle pharmacie de la santé publique est un partenaire de choix. John Nkengasson a visité les locaux de la centrale d'achat. C'est un reportage de Didier Nguessan, Joël Gomez et Ulrich Adongon. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, on vient de recevoir du matériel, un important lot d'équipement médical pour le bonheur des patients. Les responsables de l'établissement ont promis au ministre de la Santé d'en faire bon usage. C'était au micro RTI 1 de William Sakakou, Didier Nguessan, Arnaud Kofi et Ariel Ago. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, à travers la coopération ivoiro-autrichienne, bénéficie d'un important lot de matériels médicaux par le biais de l'agence AME International. Ce projet, qui a sa première phase, vise à doter l'Institut d'un plateau technique médical de pointe afin de répondre aux urgences médicales en prodiguant des soins de qualité. On a reçu beaucoup d'équipements, des équipements qui vont permettre d'optimiser la prise en charge, c'est-à-dire de faire mieux que ce qu'on faisait avant. On va recevoir alors plus de patients. On va pouvoir régler plus de problèmes cardiovasculaires de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire.
Ce projet vient mettre en lumière la vision sociale du gouvernement qui est de favoriser l'accès des populations à des soins de qualité. L'Institut de cardiologie est pour nous un établissement de référence qui fait la fierté de notre système de santé et les activités qui sont menées ici sont d'un grand secours pour les populations d'ici et de la sous-région. Cette acquisition de matériels médicaux qui se fera sur 2 phases a permis d'obtenir des échographes, des anticoagulants, des aspirateurs, des halteuses et d'autres appareils médicaux de dernière génération. Le projet dont bénéficie l'Institut de cardiologie d'Abidjan est estimé à près de 10 milliards de francs CFA. Ils sont maliens, acteurs de la pêche, marailleurs et transformateurs de poissons en poissons fumés. Ils sont à Abidjan depuis quelques jours pour rencontrer les acteurs ivoiriens sur leurs installations et en prendre de la graine. Un partage d'expérience rendu possible par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Côte d'Ivoire. Nos reporters Davis Oyo et Didier Nguessan les ont retrouvés sur le site du débarcadère Mohamed VI de Lokodro. Reportage. Au débarcadère Mohamed VI de Lokodro, une délégation malienne composée des acteurs de la pêche et des transformatrices des ressources halieutiques sur le terrain. Cahiers en main, ils apprennent les différentes étapes du fumage. Poisson avec des fours améliorés, nettoyage, découpage, séchage et la mise au four. Quand tu mets dans le four, il ne faut pas prendre le charbon avec le voilà, fourrer un coup. Ça fait faire casser le poisson. C'est doucement, doucement. Une fois que le four est chaud, là, quand tu mets un peu de charbon, doucement, doucement, doucement. Et puis ça cuit. L'utilisation des fours améliorés, appelés encore fours FTT, offre plusieurs avantages, notamment un rendement de produits plus sûr et de meilleure qualité. Ces fours permettent également de préserver la santé des utilisateurs. Au Mali, aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes, surtout pour l'exploitation du poisson fumé. Donc, le système qu'on a eu l'occasion de pratiquer ici, c'est-à-dire les fours à système FTT, je pense est la solution à nos problèmes au Mali surtout. Donc, si on peut dupliquer ces fours-là au Mali ou carrément amener nos jeunes, nos artisans ici à prendre la technique. Donc, c'est vraiment une solution. Une visite rendue possible grâce au projet Initiative Pêche Côtière FAO Côte d'Ivoire. L'objectif du projet Initiative Pêche Côtière, c'est de faire la promotion des bonnes pratiques dans le secteur de la pêche artisanale. On s'est rendu compte que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent, mais qui sont méconnues. Et en l'occurrence, la transformation du poisson avec une technologie nouvelle qui a été introduite en Côte d'Ivoire, ça fait à peu près 5 à 6 ans maintenant, qui est le fumage du poisson au four FTT. Après cette visite au débarcadère Mohamed VI, la délégation malienne prévoit rencontrer les différents acteurs de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire pour s'imprégner du mode de financement de ce secteur. On en vient maintenant à cette conférence de presse organisée hier par la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil pour annoncer le démarrage de ces activités dont la principale pour cette année est la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Des jeunes formés, des jeunes qui seront financés. Les précisions d'Evelyne Yeboué et Franck Quadio. Une formation sur les bonnes méthodes et techniques destinées aux entrepreneurs et aspirants à l'entrepreneuriat des organisations de jeunesse, et ce, du 11 au 28 février prochain. Une initiative de la Jeune Chambre internationale. Cette formation vise à développer chez les participants les compétences entrepreneuriales nécessaires à la création, à la gestion et au développement d'une entreprise. Pour cette masterclass, nous avons mobilisé des formateurs de renom. C'est une formation qui va se dérouler sur un mois, essentiellement le samedi. Il y aura le clou de la cérémonie qui se fera courant du mois de mars avec la remise des récompenses. Plusieurs thématiques seront abordées, notamment la planification de la vie entrepreneuriale, le développement de l'éducation financière et la compréhension de la nécessité, sans oublier la rédaction des business plans. J'ai pris toutes les dispositions pour pouvoir participer à la formation. J'ai décidé de prendre part à la formation pour en apprendre davantage sur le métier de l'entrepreneuriat, mais aussi pour faire de nouvelles rencontres. Après la formation, selon les projets qui nous seront soumis, nous allons faire l'étude des dossiers, l'analyse des dossiers de chacun des participants
Et donc, en fonction de leur plan de financement, nous allons les accompagner. Les organisateurs ne comptent pas se limiter à cette première édition de formation entrepreneuriale. Ils s'engagent à offrir à la jeunesse plusieurs autres opportunités de développement qui leur permettront de créer du changement positif. Là, je vous emmène à Korogo, dans la région du Poro. Sur place, le Conseil régional a tenu récemment sa dernière session ordinaire de l'année 2022. Il a été principalement question de faire le point des chantiers de l'année écoulée. On en sait plus avec Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. Quatrième et dernière session de l'année 2022 du Conseil régional du Poro. La rencontre présidée par le premier vice-président, Dr Mamadou Coulibaly, en l'absence du président Timoko Yade Coulibaly hors du pays, a essentiellement porté sur le point des chantiers de l'année 2022. Le Conseil a déploré la lenteur dans la procédure de mise en œuvre des chantiers. Seuls 2 projets sont achevés sur 44, dont 14 dans le secteur de l'éducation et 30 dans celui de la santé, après une durée d'exécution de 4 mois pour un investissement total de 1,58 milliard de francs CFA. Je voudrais simplement signaler que les procédures qui sont en perpétuelle évolution ont constitué pour nous, cette année encore, un handicap. C'est seulement au mois de novembre dernier que les marchés des 44 projets que nous avons planifiés ont pu être signifiés aux opérateurs. Vous verrez par conséquent que tous les marchés attribués ont été signifiés aux opérateurs. Certains ont commencé et nous ne désespérons pas de réaliser ces 44 projets. Le premier vice-président du Conseil régional du Poro a également rappelé que le budget primitif pour l'année 2023 voté et désormais soutenu s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA. Un budget que le Conseil souhaiterait voir s'améliorer vu les besoins importants dans la région. Ce montant est certes important, mais reste encore en dessous de nos ambitions. C'est pourquoi nous ne désespérons pas d'avoir des opportunités d'accroître ce budget que nous allons mettre en œuvre en 2023. Cette rencontre a été également l'occasion pour présenter une fois encore aux populations le projet MPE, micro et petites entreprises dans la région au profit de la jeunesse grâce à un cofinancement du ministère de la Jeunesse et du Conseil régional. De Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, on va redescendre sur Daloa, c'est dans le centre-ouest du pays. À Bogué, dans le département de Daloa, une demi-douzaine de chefs de village viennent de recevoir leur arrêté de nomination des mains d'Alain Richard Donvaï, qui les a donc mis en mission. Ces têtes couronnées vont aider à renforcer la paix et la cohésion dans leur village et dans tout le Haut-Sassandra. Le récit de Jean-Marc Djedji. Bogué, département de Daloa, au centre-ouest du pays. Ici, 6 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination des mains d'Alain Richard Donvaï, parrain de la cérémonie. Il s'agit des villages de Gossia, Krikorea 2, Zebra, Noumouseria, Badegedea et Ziguedea. Une occasion mise à profit par le préfet de la région du Haut-Sassandra pour rappeler le rôle et la mission du chef du village. Les chefs heureux et fiers d'avoir reçu leur arrêté de nomination se sont engagés à œuvrer pour la paix et la cohésion dans leurs différents villages. Ma mission aujourd'hui, au niveau de ce village, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale sans laquelle rien ne peut se développer dans un village. Le parrain de la cérémonie, Alain Richard Donvaï, a invité l'ensemble de la population à l'union et la solidarité. On en vient à ce festival des arts, festival pour la promotion du patrimoine culturel de la région de Lifou. Il s'agit du FICAD de Daoukro, dont la 18e édition se prépare. Lors du lancement de l'édition 2023, qui aura lieu toute la première semaine du mois d'avril, il a été annoncé par le comité d'organisation que le Sénégal en sera le pays invité d'honneur et le thème, lui, est civisme, culture et développement local durable. Témoignage Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Du 1er au 9 avril prochain, la région de Lifou sera aux couleurs de la 18e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. Autrefois appelé Karna Festival de Daoukro, le FICAD se fixe comme objectif
de promouvoir et de pérenniser le patrimoine culturel et touristique de la région de l'Ifou. Une cérémonie de lancement pour annoncer les couleurs de l'édition 2023, placée sous le thème « Culture, civisme et développement local ». Nous voulons utiliser la culture pour, n'est-ce pas, contribuer à la promotion du civisme sur le développement local de nos localités. Nous mettons en exergue la promotion de la sécurité routière pendant cette 18e édition du FICAD. Le FICAD, c'est aussi le brassage des peuples et des cultures. Après les Wè, peuples invités lors de la 17e édition, cette année, la part belle est faite au peuple Agni. Pour marquer l'intégration sous-régionale ouest-africaine, le Sénégal est le pays invité. Écoutez, pour nous, c'est une fierté et c'est un honneur. Je voudrais donc remercier le commissaire général du festival. Cette année, il fait un clin d'œil à tout le peuple Agni dans sa grande diversité, c'est-à-dire les Agni 108, les Agni Ndénian, les Agni du Moronou et les Agni du Djouabla. C'est déjà un plaisir pour les Sénégalais, vu les relations extraordinaires entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Parce qu'ensemble, nous avons un destin inexplicablement lié, les deux États. Alors les Sénégalais, je pense que dans leur ensemble, ils seront tous à Daokoro. Le FICAD 2023 sera marqué par des actions sociales, la promotion du textile baoulé, des visites touristiques, des journées scientifiques, un concours d'art visuel, un défilé de mode, un concours de beauté dénommé Miss FICAD, des activités qui bénéficient du soutien des ministères de la Culture et de la Francophonie et du Tourisme. Je vous le disais en titre, c'est jour d'élection en Tunisie ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. En tout, ce sont près de 8 millions de Tunisiens qui sont appelés aux urnes pour ce second tour des législatives. Un scrutin qui se déroule dans un contexte économique et politique morose, alors qu'une majorité de l'opposition a décidé de ne pas y participer. Le scrutin ne passionne donc pas les Tunisiens. Au premier tour, le taux de participation établi dans un premier temps à 8,8% a été rehaussé à 11,22%. C'est le score de participation à une élection le plus bas depuis la révolution de 2011. Les chiffres du second tour seront donc scrutés de près. Une élection qui se déroule alors que le pays traverse une grave crise économique. On change de page, seconde articulation de ce journal. Le dimanche, magazine. Notre invité est le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures au ministère des Transports. Et notre sujet du jour est le permis de conduire à point. On va tout de suite planter le décor et notre chauffeur, c'est Sephora Zegui. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le pays. Le permis de conduire fera l'objet de toutes les attentions à compter du 1er mars 2023. Il sera alloué à chaque permis de conduire un capital de 12 points qui feront l'objet de diminution en cas d'infraction commise par son détenteur. Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur lorsque le total des 12 points alloués est épuisé. Et tout ça salutaire. C'est un acte vraiment qui était mûrement réfléchi parce qu'aujourd'hui l'accident, vraiment l'incivisme au milieu du transport là, est trop. Au sein de la classe des transporteurs, les plus réfractaires à cette ordonnance, les conducteurs de minibus. Qui a proposé cette loi? C'est le gouvernement et le ministère des Transports. Le ministère des Transports. Ah mais là, il n'a pas science pour nous. Ah maman, au fait là, déjà ça ne nous arrange pas. À côté des transporteurs, les particuliers. Ils accueillent le démarrage effectif du permis à point avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureuse que le permis à point soit en vigueur au Côte d'Ivoire. Ça va permettre beaucoup de discipline au niveau des usagers de la route. Interrogé sur la question, Amadou Koné, le ministre des Transports, demande de la patience aux usagers. Tous les détails seront communiqués dans quelques jours, mais le plus important, c'est le respect des règles en vigueur. La meilleure façon de ne pas perdre des points, c'est de respecter le code de la route. Le code de la route, je rappelle que c'est une loi et que dans une loi, il faut pas trier, il faut respecter la loi. Un reportage donc de Sephora Zegui. Monsieur Kouakou, Étienne Kouakou, directeur donc, de la coordination des transports terrestres. Dites-nous en 2-3 mots, le permis à point, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur Diaby. Excusez-moi pour la qualité de mes voix. Je voudrais quand même vous remercier pour cette opportunité que vous offrez au ministère des Transports pour parler de ce dossier qui fait la une aujourd'hui de l'actualité. Le permis à point, c'est le permis que nous détenons auquel il est alloué un capital de 12 points. Et ce capital de 12 points diminue
chaque fois qu'on commet une infraction au code de la route. En 2 mots, c'est le permis à points défini. Donc, le permis que nous détenons, auquel il est alloué 12 points, et les points diminuent chaque fois que nous commettons une infraction. D'accord. 12 points. Je ne vais pas vous demander pourquoi 12, pourquoi pas 20, pourquoi pas 6. La question a été beaucoup posée déjà. Comment ça fonctionne? Combien de points sont retirés pour quelles infractions? Alors, lorsque un conducteur commet une infraction, d'abord, ça marche par la vidéoverbalisation. C'est-à-dire c'est les infractions qui sont détectées par les équipements de vidéoverbalisation que nous avons sur nos différentes routes, qui sont prises en compte. Donc, lorsque l'infraction est détectée, c'est transmis à notre centre de traitement, où se trouvent des techniciens, mais aussi des agents de la police, dont des officiers de police judiciaire, qui sont habilités à émettre donc des verbalisations dans ce domaine. Et une fois que le dossier, l'image ou la vidéo est analysée et que la faute est avérée, il y a une notification qui est faite au conducteur pour lui dire que vous avez commis une infraction à tel endroit, à telle heure, et que cette infraction vous coûte 2 points ou 3 points. Tout à l'heure, je vais revenir sur la liste des infractions en fonction des points. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de faire un recours si vous ne vous reconnaissez pas dans cette infraction. Vous avez 7 jours pour faire le recours. Si au bout de 7 jours, vous n'avez pas fait de recours, c'est acté et donc les points sont retirés. Et les recours se font comment? Alors, les recours se font à travers donc, la plateforme e-service du ministère des Transports auprès donc, du CEGIM, le Centre de gestion intégrée de la mobilité, où se trouvent donc les agents, les officiers de police judiciaire et techniciens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lorsque la notification vous est faite, il y a un onglet qui vous permet tout de suite de dire que je ne suis pas d'accord par rapport donc, à cette notification-là et que je ne m'y reconnais pas. Et donc, dans ce cas, c'est pris en compte. Et puis, vous passez pour une confrontation. Donc, passez pour une confrontation. Lorsque la confrontation est faite et que toujours vous contestez les résultats, vous avez une autre possibilité de recours. Et cette fois-ci, vous vous retrouvez devant la commission spéciale de retrait des permis de conduire. D'accord. Il faut dire qu'il n'y a pas d'infraction à 1 point. Hein? Non, il n'y a pas d'infraction à 1 point. Il y en a 6, 4, 3 et 2. Et c'est un point total maximal de 12 points. Dites-nous 12 points. Dites-nous quand même. Pourquoi 12? On aurait pu prendre plus que ça. Mais est-ce que ça donnait l'impression d'avoir quelque chose? C'est comme si on essayait de dire, bon, on fait de la largesse. Vous pouvez faire des fautes tant que le nombre est grand. On pouvait prendre petit, moins que 12, parce que d'autres pays ont fait ça. Il y a des pays en Europe qui ont 3 points. Mais on a préféré prendre 12 parce que ça permet aux conducteurs de se responsabiliser. De voir, oui, quel que soit le nombre en tout cas. Mais c'est ce qu'on retire qui est important. Parce que ceux qui ont 3 points, ils ne vont pas retirer 1 point, ils vont retirer des dixièmes de points. Bon, nous, on retire des points entiers. À partir des 12, donc, il y a une responsabilisation du conducteur qui est faite. Et il y a même des infractions qui vous enlèvent carrément la moitié des 12. Absolument. On va y revenir. La réforme entre en vigueur le 1er mars. Le 1er mars, d'aucuns pensent que c'est un peu précipité. Vous voyez, face donc à l'urgence de la situation, aux nombreux décès que nous constatons, aux nombreux tués que nous constatons sur la route, il ne devrait pas avoir de délai pour mettre en application toutes les dispositions qui peuvent nous aider à stopper ce fléau-là. Eux pensent qu'il aurait fallu y avoir quand même une période de sensibilisation. La période de sensibilisation... 2 mois, 3 mois, pourquoi pas? Non, mais actuellement, nous sommes en pleine période de sensibilisation. Qui ne va durer qu'un mois, monsieur Kouakou. Oui, mais ça a commencé bien avant. J'ai dit que cet arrêté, c'est un arrêté d'application d'un décret qui institue le permis à points. Et ce décret a été vulgarisé grandement sur l'ensemble du territoire. Donc, nous pensons que l'urgence du problème exige, commande, que nous appliquions toutes les mesures qui sont à notre disposition et le permis à points en est un. Il faut donc le mettre en application, étant entendu que ça pourra nous aider à résorber ce problème d'accidents sur nos routes. Eux pensent qu'un temps assez conséquent quand même de sensibilisation vous aurait même donné, à vous-même, le temps, vous, ministère, vous, gouvernement, le temps de mettre aux normes les différentes infrastructures routières. Bon, mais en attendant que toutes les infrastructures routières soient aux normes, celles qui le sont déjà, il faut commencer à appliquer les règles de circulation sur celles qui sont aux normes.
C'est-à-dire qu'on ne va pas vous coller une infraction pour une signalisation qui n'existe pas. C'est pourquoi justement la vidéo-verbalisation est la bienvenue dans cette histoire, parce que là, on a l'équipement, on a le témoignage de ce que l'infraction a été effectivement commise et ce n'est pas sujet à suspicion ou à discussion. Mais vous avez quand même prévu de faire un audit de sécurité routière, non ? Pour savoir les infrastructures qu'il faut améliorer très rapidement pour que cette réforme soit applicable dans toute son entièreté et sur toute l'étendue du territoire. La stratégie nationale de sécurité routière prévoit un volet destiné aux infrastructures, à la réhabilitation des infrastructures. Mais déjà, il faut faire remarquer que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier fait d'énormes efforts déjà pour essayer de mettre à disposition du territoire ivoirien un bon réseau routier avec toute la signalisation qui va. Maintenant, il faut signalisation verticale et horizontale. Signalisation verticale et horizontale. Mais il faut surtout sensibiliser nos concitoyens à ne pas vandaliser les infrastructures qui sont les équipements qui accompagnent donc ces infrastructures-là, notamment les glissières de sécurité, les panneaux métalliques que quelquefois les gens dérobent pour aller fabriquer des marmites. Les automobilistes vous diront que ce ne sont pas eux qui le font. Oui, mais je l'ai dit, c'est une sensibilisation que nous portons à l'endroit de toute la population. Conduire en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un quelconque stupéfiant nous fait perdre 6 points. En même temps, il est annoncé que c'est par la vidéo-verbalisation que les infractions sont constatées. Monsieur Kouakou, comment on constate un état d'ivresse par vidéo-verbalisation? Là, c'est un cas précis. Et quand vous allez lire le texte que nous avons écrit, on va vous dire qu'en ce qui concerne les cas d'alcoolémie, il y a un constat qui est fait par les agents qui sont munis d'équipements à cet effet, les éthylotests notamment. Et une fois qu'au contrôle sur la route, il est avéré que vous êtes à un taux d'alcool qui dépasse la norme, qui est de 0,8 grammes aujourd'hui, 8 grammes par litre, une fois que ça s'est avéré, alors votre dossier est transmis à la commission technique de retrait du permis de conduire. La commission technique de retrait du permis de conduire est l'une des structures qui est chargée d'alimenter la plateforme où se traitent donc les dossiers des cas d'infraction en matière de circulation. D'accord. Donc, la commission transmettra le dossier au CGIM, au Centre de gestion intégrée de la mobilité, qui fera le retrait des... Donc, pour ce cas précis de stupéfiants, il y a l'alcotest qui, lui, est fait par des agents physiques et la vidéo-verbalisation pour toutes les autres infractions. Absolument, c'est donc cela. D'accord. Quelles sont les infractions qui font l'objet, M. Kouakou, qui font l'objet de récupération de points? Alors, toutes les infractions font l'objet de récupération de points. D'accord. Mais je vais essayer de les parcourir un peu. Très rapidement. Très rapidement pour nous. Vraiment. Alors, les infractions à 2 points, vous allez voir que les gens vont se tranquilliser. D'accord. Parce que ce ne sont pas des choses impossibles à tenir. Allez-y, très, très rapidement. Les infractions à 2 points. D'accord. Vous avez par exemple le véhicule non autorisé remorquant un autre véhicule. Ça, on choisit de remorquer un véhicule. On ne peut pas dire que ça nous est arrivé par hasard. Vous avez défaut d'éclairage et de signalisation quand ça doit être fait. Quand quelqu'un roule la nuit sans phare, c'est très dangereux. Et ça, il choisit de le faire. Ce n'est pas fait au hasard. Le reste, pour les 2 points, c'est le dépassement des limitations de vitesse. Ça aussi, on peut le contrôler. Pour les fautes de 3 points, vous avez circulé sur le terre-plein central. On choisit de le faire. Les dépassements de vitesse, c'est tous la même chose. On choisit de dépasser la vitesse. La circulation en sens inverse. Aujourd'hui, vous avez des gens qui laissent carrément leur voie pour circuler dans le sens. C'est des choses qui sont voulues et donc qui sont contrôlables. Donc, dites 2-3 éléments pour 4 points. Alors, pour 4 points, il y a le non-respect des signaux qui vous donnent l'ordre de vous arrêter. Par exemple, le feu rouge ou le panneau stop. Lorsque vous ne le respectez pas, c'est fait sciemment. Le feu rouge, vous le voyez, vous ne le respectez pas. Et 6 points partent lorsque vous avez le téléphone au volant. Téléphone au volant ou le taux d'alcool. Le taux d'alcool. D'accord. Téléphone au volant, qu'est-ce que c'est exactement? À quel moment c'est un problème, le téléphone au volant? Alors, le téléphone au volant, c'est connu de tout le monde. C'est un risque, c'est un grand danger dans la conduite. Et des fois, on peut l'avoir en main sans l'utiliser forcément. Mais à quel moment chez vous? Lorsque vous manipulez les téléphones, c'est-à-dire vous l'avez en main, vous êtes en train de faire un SMS ou bien de lire un SMS ou bien de composer un numéro. En tout cas, le téléphone est dans votre main en train d'être manipulé. Vous êtes flashé ainsi, donc vous avez le téléphone, l'usage du téléphone portable en main en situation de conduite.
Pour le moment, c'est à cela que nous nous en tenons par rapport à l'ensemble du décret. Ou l'avoir aussi à l'oreille. Ou l'avoir à l'oreille, bien sûr. Ce sont les deux éléments qui comptent pour vous. Le manipuler, l'avoir à l'oreille, de façon visible, puisque ça va être filmé. Comment ça va marcher pour les VTC? Eux, ils travaillent uniquement avec le téléphone. Bon, le texte n'est pas orienté vers des individus. Le texte, il est impersonnel. Ce n'est pas interdit à quelqu'un de garer son véhicule quand il estime que l'appel qu'il reçoit est urgent, prendre son appel et puis après reprendre son chemin. Mais il ne faut pas particulariser cet aspect-là du téléphone par rapport à une activité précise. C'est impersonnel ce texte. Chacun essaie de s'y former. Quoique, il ne faut pas le mettre carrément de côté parce qu'ils sont très nombreux et leur principal outil de travail, c'est le téléphone. Ils ont le GPS, ils ont des appels de clients à tout moment. Il faut y penser aussi, non? Le GPS, nous n'en parlons pas dans notre arrêté. Oui, je parlais des outils de travail de ceux-là, parce que la pertinence du décret va aussi aller dans ce sens, non? Mais ceci dit, si à la longue, on se rend compte que les autres outils de communication, en dehors du téléphone porté à la main en train d'être manipulé, causent aussi des accidents, il n'est pas exclu qu'on étende donc ce texte-là. Là, vous parlez du Bluetooth Absolument, absolument. D'accord. Comment on récupère les points retirés? Alors, il y a deux modes de récupération des points. De façon automatique, lorsque vous avez commis l'infraction, vous avez un délai de 2 ans. Si pendant ce délai, vous ne commettez plus d'autres infractions, les points retirés vous sont remis automatiquement. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode de récupération, c'est après un stage dans un centre agréé. Vous allez au stage, vous avez la possibilité de récupérer 4 points. Au cours d'un stage, vous ne pouvez pas récupérer plus de 4 points au cours d'un stage. Et il vous est autorisé qu'un seul stage par an. D'accord. Et quand je prête mon véhicule, par exemple, à mon réalisateur et qu'il passe au feu rouge ou qu'il fait un dépassement de vitesse limitée, voilà, qui porte le chapeau? Alors, la notification est envoyée au propriétaire du véhicule. Parce que c'est à travers la plaque d'immatriculation que nous atteignons celui qui était au volant. Donc, si le propriétaire du véhicule, tout à l'heure, j'ai parlé des voies de recours, estime qu'il n'était pas au volant, il se présente donc avec celui qui était au volant et la situation est réglée. Celui-là reconnaît et donc c'est sur son permis qu'il faut le faire. Mais maintenant, ça appelle à la responsabilité de chaque propriétaire du véhicule de savoir à qui il donne son véhicule, quel est le statut du véhicule. Ou de ne pas le prêter, tout simplement. Non, on ne le dit pas ainsi, il faut le prêter quand même. Mais quand on connaît celui à qui on prête son véhicule, c'est sans problème. S'assurer que son permis n'est pas entre-temps annulé ou périmé ou invalidé. Tout ça, c'est important. Merci, M. Kwaku. Il y a des propriétaires de taxis et VTC qui disaient que leurs chauffeurs vont leur faire perdre des points à eux, alors qu'ils sont à la maison, ceux-là, sur les routes, vont griller des feux et autres, et puis c'est un autre problème. Non. Lorsqu'ils ont des flottes, ils ont la possibilité d'affecter, lier chaque véhicule à son conducteur. Et là, c'est pris en compte directement sur notre plateforme. Sinon, ils seront obligés d'aller chaque fois quand même faire le recours. Comment je consulte, ça c'est la dernière question en 2 secondes, comment je consulte l'état de mes points sur mon téléphone tout le temps, à tout moment? Non, pas sur le téléphone. Pour le moment, on n'a pas encore cette application pour le faire sur le téléphone. Vous allez sur notre plateforme, il y a une plateforme e-service qui existe sur laquelle vous pouvez aller pour consulter les points. Vous vous rendez dans un de nos services de l'administration des transports. On a la possibilité de vous donner votre état. Merci. Mais ceci dit, la notification qui vous est faite vous fait un rappel des infractions commises et du restant des points que vous avez. Merci. Monsieur Kwaku, Étienne Kwaku, directeur de la coordination des transports terrestres, vous êtes venu nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle réforme du permis de conduire. Je voudrais quand même, Monsieur Diaby, rassurer l'ensemble des usagers de la route, l'ensemble des détenteurs du permis de conduire, que c'est une innovation qui va aider à améliorer la sécurité routière, qui va aider à freiner les accidents et le nombre de tués sur nos routes. Il faudrait que ce soit une action citoyenne de chacun d'entre nous, une participation de tous pour que cela puisse se réaliser. Parce que ça ne plaît à personne de voir qu'il y a des tués sur nos routes. Mais cela est dû malheureusement à l'incivisme. On le permet à point,
viendra donc responsabiliser les conducteurs et les amener à plus de discipline, à plus de civisme. Merci, merci M. Kouakou. Réforme donc qui entre en vigueur, je le rappelle, le 1er mars 2023. Merci encore de votre sollicitude et à très bientôt. Revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Nous, en tout cas, nous avons pris plaisir à vous la présenter, comme toujours d'ailleurs. Ce journal est terminé. Bon dimanche et à très bientôt. Je vous retrouve ici même dans quelques semaines.